Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'Epic Collection Loki, tirée de la série Journey into Mystery. C'est un Epic en VO bien évidemment. Ça fait partie de cette nouvelle gamme d'Epic Collection de séries modernes, on va dire. Disons qu'auparavant, si vous voulez, avec juste une maquette évidemment différente, disons qu'auparavant, on considérait qu'il y avait une sorte de règle tacite, selon laquelle les Epic Collections, ça allait jusqu'à l'époque, on va dire, fin des années 90. Donc là, vous voyez, c'est le Thunderbolt. Voilà, c'était à peu près l'époque sur laquelle ça s'arrêtait là. Bon, ils avaient considéré que c'était la collection faite pour les séries un peu patrimoniales, etc. Et pour les séries plus récentes, donc des années 2000 principalement, en fait, il fallait passer soit par les TPB, soit par les Complete Collection, que vous voyez là. Bon, moi j'en ai quelques-uns, qui sont des bonnes collections, qui se ressemblent un peu aux épiques, sont des bonnes éditions aussi, que j'apprécie beaucoup, mais qui étaient une optique un peu différente, elles sont plus liées à tel auteur. Donc je vous avais montré aussi je crois, Uncanny Form de Rick Remender, etc. Donc c'est plus lié à un auteur, alors que là, les épiques modernes sont vraiment un peu comme les épiques classiques, si vous voulez, destinés à tout regrouper, quel que soit l'auteur. C'est censé sortir sans ordre forcément chronologique, donc ils sont pas nécessairement obligés de commencer par le 1, puis le 2, etc. Mais tout de même, on voit qu'ils ont fait, je trouve, vraiment un effort pour les sortir dans l'ordre. Encore une fois, sur le papier, c'est marqué. Dès la première page, ça ne sortira pas dans l'ordre chronologique, mais en pratique, je trouve que c'est un peu ce qu'ils ont fait quand même. Ils en ont sorti pas mal. Ils ont sorti celui-là, donc le Loki, avec le volume 1. Puis après, quelques mois après, ils ont sorti le volume 2. Ils ont sorti aussi donc le Spider-Gwen, pareil, ça c'est en volume 1. Ils ont sorti aussi le New Avenger, pareil, en commençant avec le volume 1. Et je pense que dans la mesure du possible, c'est ce qu'ils vont quand même essayer de faire. Donc là, vous voyez qu'il y a déjà pas mal de titres qui sont sortis. Depuis, il y en a d'autres qui ont été annoncés et qui sont déjà sortis. Parce que c'est vrai que c'est une collection qui marche bien, les Epic Collections. Un petit peu comme en France d'ailleurs. Je n'en parlerai pas. Mais, donc ça, c'est le Loki de Kieran Gillen. Kieran Gillen, vous allez en manger pas mal sur la chaîne dans les semaines et mois à venir, puisque là, vous avez donc 7 épiques Loki. La semaine prochaine, vous aurez l'omnibus Judgment Day, toujours aussi de Kieran Gillen. Et logiquement, dans 2 mois, je crois, j'ai pas vérifié la date, mais je crois que c'est dans les 2 mois, il doit aussi sortir chez Panini, par contre, là, l'Epic Collection. Non, pas l'Epic Collection, je dis des bêtises, l'omnibus Dark Vador par Kieran Gillen et La Roca, je crois. Et je pense que je le prendrai, et puis je vous ferai une petite vidéo dessus pour voir un peu ce que ça vaut, et savoir aussi si il écrit Star Wars comme il écrit du Marvel. Je pense qu'il n'y a pas de raison. Il y a quand même beaucoup de choses à dire sur Kieran Gillen. Bon, c'est un auteur qu'on peut considérer comme quand même plutôt engagé. C'est quand même clairement un gauchiste ou un progressiste, etc. Ça transparaît très fortement dans ses comics. Moi, le comics, là, je le trouve bien écrit. Je trouve ce comics-là plus agréable que Judgment Day, clairement. Pour moi, il est mieux écrit. Le comics en tant que tel. Il y a un petit peu de l'humour aussi. Bon, je vais faire le flip through après, vous inquiétez pas. Il y a quand même pas mal d'humour, mais qui, je trouve, est plutôt bien écrit. Je trouve qu'il passe plutôt bien, parce que là, on est confronté à un jeune Loki, et donc le côté malicieux, etc., ça fonctionne, je trouve, assez bien, et l'humour fonctionne plutôt bien. Donc le comics en lui-même est bien écrit. Après, il y a tout de même pas mal de petites considérations un peu politiques qui, je vais pas mentir, sont pour moi le point faible de cette épique et de ce run. Alors, pas tant pour le propos, mais plus pour la manière dont c'est fait, que je trouve pas que ce soit extrêmement bien écrit. Et c'est parfois assez violent, voire virulent. Et vous voyez, là, c'est un peu. Disons que si je devais synthétiser la pensée de Kieran Gillen dans ses comics, qui apparaît quand même très très fortement, ça serait bien se résumer dans ces lignes de dialogue. C'est-à-dire, he will learn, change is good, the new is good. Ce à quoi Thor répond, I, in this, we must have faith. Donc vraiment, le change is good et new is good, c'est vraiment le côté progressiste, le changement, il faut embrasser le changement, etc. Le changement, par définition, par essence, est quelque chose de positif. Ça, c'est quelque chose qui reviendra. Ça fait un peu rouleau compresseur. C'est vrai que ça fait un peu matraquage parfois, parce que ça revient souvent, ça, le côté le changement, c'est bon, etc. Mangez-en. Et c'est vrai que, bon, je trouve pas que ce soit toujours incroyablement bien écrit, et parfois c'est même un peu dérangeant à mon sens en tout cas. En tout cas, c'est vrai que c'est un peu violent, je trouve. Vous avez par exemple cette scène là où le jeune Loki va être confronté à l'ancien Loki, on verra ça dans le flip through évidemment, qui lui explique ce qui s'est passé, et qui lui propose de le guider et de l'aider. Et là, il y avait des lignes de dialogue parfois qui sont assez surréalistes, parce que donc vous avez le jeune Loki qui va dire en fait au vieux Loki,
en quelque sorte, coffre. Voilà, tu veux m'aider, moi j'en ai rien à foutre. Il va le transformer en Icol, une sorte d'oiseau, un anagramme de Loki, et il va lui dire, que je trouve quand même assez violent, parce que là vous avez le jeune Loki qui dit à l'ancien, donc en quelque sorte, vous avez la jeune génération qui dit à l'ancienne génération qui veut l'aider, il lui dit, tu seras un Ear Whisperer and a Worm Eater. Tu me diras ce que j'ai envie, et rien de plus. Donc, j'avoue, c'est charmant. Hein. Après, vous pouvez trouver que c'est moi qui surinterprète, hein, mais là, vous avez cet épisode, par exemple. Et donc, je trouve c'est qu'ils avaient plusieurs chiots de l'enfer, en quelque sorte, à refourguer. Il est arrivé à refourguer, je crois, les 6 premiers, un truc comme ça. Et le dernier, il n'y arrive pas, parce que le dernier, il est quand même vachement violent. C'est un peu vraiment le chien démoniaque, etc., qui n'arrête pas de dire kill, kill, murder, etc. Et donc, à un moment, la mère, elle lui dit, bon ben, alors, the other puppies have been lucky. Donc, les autres chiots ont été chanceux. They have the trait of the mother. As vicious as Guard is, she's also dutiful and loyal. This little dog is the father's child. Donc ce petit chien, c'est le fils de son père. You must understand that some creatures are just bad. Donc tu dois comprendre que certaines créatures sont juste mauvaises. Donc vous voyez, il y a quand même vraiment, parce qu'il a un côté très féministe, hein, ça ressort à plusieurs reprises, mais le féminisme, j'ai envie de dire, de la seconde génération. C'est quand même spécial quand même. Hein. Disons que si on le prend vraiment au sérieux, et c'est vrai que bon, il fait de la politique de manière assez sérieuse, hein, Kieran Gillen, enfin je trouve, dans ses comics, il y a des trucs qui sont quand même assez violents. Hein. Mais bon, après en termes de dessin, je trouve que c'est globalement une tuerie. Vous avez essentiellement donc 3 dessinateurs, Doug Braithwaite, Richard Elson et Wells Portacio. Donc Doug Braithwaite, je vais essayer de vous montrer ça, voilà. Donc c'est lui, c'est le dessinateur de la série Conan actuelle. Je vais essayer de vous montrer une jolie image. Scénarisé par Jim Zub. Je vous ferai, je pense, une vidéo, donc c'est lui, hein. Je vous ferai une vidéo sur donc, la nouvelle série, donc je pense, par contre, je sais pas si je la ferai, celle qui sort en mars, je crois, chez Panini, mais je sais pas si je la ferai, donc ça c'est Doug Braithwaite, donc qui est quand même... Alors moi je suis pas très fan des couleurs, hein. Ce coloriste-là, les tons un peu passés, moi je suis pas ultra fan, mais les dessins de Doug Braithwaite je trouve sont excellents et je pense qu'ils correspondent très bien à Conan. Donc ouais, je vous ai dit, je vous ferai une vidéo sur le Conan de Jim Zud et donc de Robert Delator là, qui sort en mars chez Panini. Je sais pas si je ferai la VF ou la VO, dont le TPB sort je crois cette semaine même. Et donc vous avez donc ouais, le premier arc de cette nouvelle série, donc de Conan le Barbare de 2023. Le premier arc, donc c'est tout est scénarisé par Jim Zub, mais c'est le premier arc qui est dessiné par Rob Delator, le deuxième par Doug Braithwaite, le deuxième dont il sortira je crois en TPB en juin ou quelque chose comme ça. Le troisième arc, qui n'est pas encore paru, sera logiquement lui. De nouveau, il y aura le retour de Robert Delator au dessin, et le quatrième arc, ça sera de nouveau Doug Braithwaite, donc il y aura une alternance selon les arcs entre Delator et Doug Braithwaite. Donc lui, je trouve que c'est tout à fait excellent. Après, vous avez aussi l'autre principal dessinateur, c'est Will Portacio. Je vais essayer de vous trouver ça. Voilà, donc là, vous avez l'autre second gros dessinateur, c'est donc Will Portacio. Comme vous voyez, franchement, c'est quand même ultra stylé et ultra classe. Moi, vraiment, j'aime beaucoup. Je trouve même qu'il a vraiment progressé depuis l'époque où il est arrivé avec Jim Lee. Et vous avez un troisième dessinateur. Et donc vous avez le dernier tiers qui est dessiné par Richard Elson, qui est aussi dans un style différent évidemment, mais qui je trouve aussi très bon. Moi personnellement j'ai bien aimé. Hein. Donc globalement, en termes de dessin, vous verrez ça dans le flux dessous, à part 2-3 exceptions, c'est quand même relativement classe. Hein. À ce niveau-là, c'est du tout bon. Après au niveau de l'écriture, je vous dis le comics est bon. Après, il faut voir votre tolérance vis-à-vis effectivement des messages, on va dire, politiques moyennement fins, on va dire. Donc ce qu'il faut voir aussi, c'est que là, vous avez donc la série Journey into Mystery, et un épisode Siege Loki. Donc ça se situe juste après Siege, si vous voulez. Et vous allez l'avoir. Le problème en fait de ce run, c'est que disons que vous n'avez pas, ça se passe au moment de 2 événements majeurs de Marvel, c'est-à-dire Siege. Au début, ça se situe un peu à la fin de Siege, et après, le long du run, ça se situe au moment de Fear Itself. Mais évidemment, vous n'avez pas les events en eux-mêmes dans cette édition. Donc forcément, parfois c'est un peu compliqué si vous n'avez pas lu Siege ni Fear Itself, ça peut être un peu lourd, mais vous avez quand même un gros travail de récap, etc., qui est, je trouve, plutôt bien fait, ce qui fait que même si vous n'avez pas lu les événements principaux, en lisant bien les trucs, vous pouvez arriver à comprendre, mais c'est vrai que c'est quand même mieux d'avoir lu au moins Siege, et Fear Itself aussi, parce que sinon vous allez voir uniquement ce qui se passe un peu autour, à la marge, etc. Et même s'il y a un gros travail, je vous dis, d'explication, pas tant au niveau éditorial, mais plus au niveau d'ailleurs de Kieran Gillen, qui a fait à ce niveau-là, je trouve, un boulot tout à fait remarquable. On verra ça à plusieurs reprises, pour justement essayer d'expliquer et de faire en sorte que le lecteur qui n'aurait pas lu les events principaux soit pas perdu. Je trouve qu'il a fait du super boulot. Mais vous ne les aurez pas
regroupés dans cette édition. Donc là, vous avez ce siège Loki, le dessinateur, vraiment, voilà, je suis vraiment pas fan. Hein. Ils ont mis cet épisode avant donc la série Journey into Mystery parce que c'est là, c'est important, on va voir quand même, donc c'est par Kieron Gillen aussi, et on va voir l'apparition des Désirs, etc. Et le fameux pacte qui va faire en fait Loki avec Hela et Mephisto. Bon, je vous passe les détails, vous lirez ça par vous-même, parce que Hela se retrouvait un peu à la rue, donc du coup il va faire toute une astuce, parce que c'est ça quand même Loki évidemment, c'est un peu les complots, les machinations, etc. Pour récupérer les désirs, donner du coup, faire en sorte que Mephisto donne un royaume, une petite part de royaume à Hela, et du coup Hela va le retirer son nom de Loki du livre des morts, ce qui lui permettra à sa mort de ne pas mourir réellement et de réapparaître en tant que nouvelle itération jeune, etc. Ce qui sera d'ailleurs l'objet de ce run. Donc là, vous avez tous ces récaps, etc. à chaque fois qui sont importants, mais du coup, vous avez forcément, si vous n'avez pas lu Siege, il faut absolument lire ce genre de choses, quoi. Et donc vous attaquez directement. Alors ce qu'on pourrait reprocher à la rigueur déjà, c'est le niveau de la cover, parce que la cover c'est un Loki traditionnel, alors que dans tout le bouquin en fait ça sera un Loki jeune, donc une sorte de nouvelle version de Loki, qui est intéressante et ça fonctionne bien, je trouve. Alors c'est très moderne évidemment de remplacer les super-héros ou super-vilains par des jeunes, mais là pour Loki ça fonctionne très très bien, et notamment l'humour un peu juvénile avec Loki, je trouve que ça fonctionne bien. C'est plutôt agréable à ce niveau-là. Personnellement, j'ai trouvé ça plutôt satisfaisant, mais c'est vrai que du coup, là vous avez un Loki adulte, alors que dans tout le bouquin, vous avez un Loki jeune, donc à la rigueur, j'aurais plutôt mis personnellement genre ça, en cover du bouquin, ça m'aurait semblé plus représentatif, mais bon, c'est un détail. Donc vous avez ce jeune Loki qui arrive, et forcément, il va essayer de s'intégrer à la population asgardienne, mais forcément, il y a beaucoup de rejet de la part. Bon, là, on voit l'apparition avec la vieille itération de Loki, forcément il va être quand même pas mal rejeté par les. Oui, Doug Braithwaite, c'est excellent quand même en termes de dessin, c'est classe. Hein. Il va être rejeté par effectivement la population locale, qui vont forcément voit toujours Loki comme ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un de fourbe, etc. Qui parfois essaie de faire le bien, mais même quand il fait le bien, il fait le mal en même temps, etc. Bref, vous verrez ça par vous-même. Et franchement, le comics, il est plutôt cool. Moi, j'ai beaucoup aimé, personnellement. Je sais pas si je prendrais le volume 2 qui est sorti, je le prendrais peut-être en Complete Collection, mais bon, ça c'est peu vous importe. Mais donc la série, ouais, et souvent il va faire ça. Vous avez des sortes de récaps en première page qui sont, je trouve, mises en scène, qui sont très utiles là, parce que forcément c'est une série un peu qui a la marge d'events majeurs, et qui est quand même beaucoup, qui repose beaucoup aussi sur les machinations, etc. Donc c'est quand même bien, je trouve, régulièrement de faire des petits récaps comme ça. Et là c'est mis en image, c'est storyboardé vraiment avec mis dans un personnage. Souvent vous allez avoir tel ou tel personnage qui vous fait la présentation un peu à sa sauce. Donc je trouve que c'est remarquablement bien fait, sincèrement, c'est très très appréciable. Donc vous avez Loki qui va essayer de sauver en quelque sorte Asgard, mais à sa manière, si vous voulez. Donc vous avez, là aussi, vous avez Hela avec, là encore, on passe les détails, qui va s'appeler Léa aussi, un anagramme de Hela aussi forcément, qui va être confronté donc au serpent, au fameux serpent, qui avait dans Fear Itself, qui est donc, bon alors je spoile pas là je pense, mais bon, enfin si, je sais pas peut-être, donc qui est le frère d'Odin, hein, donc, mais bon, logiquement, c'est vrai que si vous lisez ça, il vaut mieux quand même dans l'absolu avoir lu Siege et Fear Itself. Hein. C'est que pas mentir, c'est quand même mieux. Et là, vous voyez quand même Mephisto comment il a la classe, surtout si vous le comparez avec le premier dessinateur dans Loki Siege, c'est qui était quand même, voilà, c'était pas glorieux quoi, hein, faut pas dire ce qui est. Mais donc ouais, vous avez donc ce jeune couple, enfin c'est pas vraiment un jeune couple, mais vous avez toute une dynamique entre les deux. Là vous voyez pareil, c'est une sorte de page récap, mais racontée par Mephisto. Et franchement c'est cool, hein. C'est vraiment plutôt bien écrit. Je vous dis, ça dépendra de votre seuil de tolérance vis-à-vis de la politique, je pense, très clairement. Parce que le comics en lui-même, il est vraiment cool, il est bien écrit. Ça fonctionne bien, il n'y a pas de. Là on voit d'ailleurs l'origin story du serpent, donc le frère d'Odin. Il y a pas, pour moi, il est bien mieux écrit que Judgment Day parce qu'il n'y a pas pour moi, de trous scénaristiques ou de trucs où vraiment tu dis non, mais là, il y a un truc qui colle pas au niveau du personnage, etc. Là, on voit encore la page de présentation qui est faite par elle, donc Léa. Et voilà, bon, les dessins, c'est super cool. Je vous dis, moi, je suis pas ultra fan de la colorisation. Là, c'est Areola, je crois. Moi, j'aime bien les couleurs un peu plus vives, mais après, c'est une question de goût. Mais les dessins, ils sont superbes. Et franchement, je me languis de lire son Conan, clairement. Et celui de Dolator aussi, il paraît qu'il est fabuleux, je ne l'ai pas encore reçu, mais bon, c'est vraiment du John Buscema, j'ai l'impression. Euh, et donc, ouais, donc c'est vraiment cool hein, comme série. Je vous dis oui, il y a pas, parce que c'est vrai que dans Judgment Day, je trouve que, bon, après, voilà, c'est un truc, j'aime pas trop ce genre d'épisode où il faut un épisode, il faut une sorte de, voilà, c'est l'épisode 626.1.
C'est-à-dire, ils vont revenir sur un point précis de ce qui s'était passé dans un épisode 3 ou 4 mois auparavant, en disant voilà, c'est ça, il faut le lire il faut le mettre entre la case temps et temps de cette page du comics qui est sorti il y a 3 mois. Bon, c'est le genre de procédé, j'ai envie de leur dire, non mais allez vous pendre quoi. Enfin, déjà que c'est laborieux les comics à suivre, quoi. Si vous faites ça, bon, laissez tomber quoi. Enfin bon, c'est le marché des comics, c'est comme ça. Donc là, on voit un petit. Ça, c'est le troisième dessinateur d'ailleurs, qui fait juste cet épisode-là, toujours la page de récap. Et c'est une histoire que j'ai plutôt bien aimée, ça aussi, c'est un peu Mephisto qui va dans un bar à la fin de la soirée, qui raconte voilà, une histoire. Il est cool aussi, ce dessinateur, il raconte une histoire au barman, etc. Et c'est plutôt sympa, vous allez avoir Nightmare qui vient couiner, parce que forcément, il est. il a mal vécu l'épisode de Fear Itself, on va dire. Mais bon, je vous passe les détails, vous lirez ça par vous-même. Et là, on va arriver, effectivement, on voit le Sportaccio. Toujours pareil, le récap, qui est sympa. Et le Sportaccio aussi, c'est une tuerie. Hein. Franchement, moi, je trouve que c'est vraiment excellent. Donc vraiment, au niveau des dessins, c'est vraiment cool. L'histoire, elle tient plus que la route. Enfin, elle tient nettement plus la route que celle de Judgment Day, on va dire, quoi. Mais bon, pour moi, les events, c'est quasiment devenu impossible à écrire, quoi. Tu peux pas... Tu en feras un tous les 5 ans, je dis pas, mais là, ils en font trop, et puis, enfin bon... Moi, c'est une horreur, quoi. Mais bon, toujours Will Sportaccio. Donc là, ouais, on est au niveau de Fear Itself, ouais, je pense, ouais. Mais forcément, l'event, vous l'avez pas, quoi. Donc, c'est un peu embêtant, on va dire, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu quasiment impossible de lire une série sans être parasité par les crossovers et les events de telle ou telle époque, puisque quand un event se termine, quasiment, il y en a un autre qui commence. Donc, du coup, c'est quand même très compliqué de développer une série sans être parasité par, les, euh, par les events. Là, vous avez un épisode centré sur Wallstag, que je trouvais plutôt sympathique aussi, que j'ai bien aimé. Il va faire une sorte de fairy tale qui raconte à ses enfants pour raconter sa version des choses, etc. Moi, j'ai trouvé ça très sympathique. Le dessin aussi est cool. Là, il y a un côté goofy, mais qui est quand même clairement fait pour. Ouais, il y a ça, j'ai vu certains Américains qui ont été un peu... Ça dérangeait un peu ça, le fait qu'à un moment, il parle à ses enfants, pour il dit qu'est-ce qu'on dit aux nazis? Il fait Death to Nazis. Et ça, apparemment, il y a des gens qui trouvaient que c'était woke et pas bien et tout, quoi. Bon, là, moi, je suis pas tout à fait d'accord, mais bon. Je- Alors déjà, Breaking News, il paraît que les nazis étaient pas très gentils, hein. Désolé de décevoir certains. Et puis surtout, là, c'est écrit pour moi correctement dans le sens où ça correspond au ton général du comics. C'est-à-dire que là, vous avez Volstagg qui parle à ses enfants et qui leur raconte une histoire en exagérant, en donnant un côté enfantin, etc. Et donc, cette ligne de dialogue-là, pour moi, elle correspond au reste du comics. Donc pour moi, ça colle tout à fait, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de souci d'écriture à ce niveau-là. Sur certains autres passages, je vous l'ai dit, c'est plus compliqué, mais ça, personnellement, moi, j'ai rien trouvé à redire là-dessus. Puis encore une fois, hein, à un moment, il faut prendre une pause, faire un peu de recul, et se dire non, non, les nazis n'étaient pas bien, hein. Je suis désolé. Et là, vous avez un récap classique, et bon, ça, c'est la fin de Fear Itself avec Odin, mais bon, je vais peut-être pas vous spoiler ça. Mais bon, sachez juste qu'Odin, il va partir, et il va être remplacé par des dirigeantes féminines, parce que, évidemment, ça sera forcément beaucoup mieux. Je vanne, mais bon, en même temps, c'est quand même ça, quoi. Dans le comics, puis c'est clairement ça, quand même, hein. Avec des trucs parfois toujours un peu qui sont pour moi bon pas cringe mais disons des messages politiques qui sont un peu ouais si cringe quoi. Là vous avez le comics et puis tout d'un coup vous avez donc la divinité asgardienne qui veut dire a battle face Asgard, the hardest of battles, change. Je suis désolé, et moi je suis à deux doigts du facepalm quoi quand je lis ça. Pour moi ça c'est mal écrit. Le Death to Nazi, honnêtement je trouve qu'il correspondait au comics, et pour moi il est bien inséré. Ça c'est pas bien inséré au comics. Mais ça c'est mon appréciation personnelle, évidemment vous êtes libre d'en avoir une différente. Après là, pareil, vous avez aussi un épisode, bon là évidemment vous voyez que c'est un autre dessinateur, avec Volstagg, au moment où on voit qu'il fait, c'est le truc avec les chiots d'ailleurs, et on voit qu'il fait le Père Noël. Et ça j'ai vu aussi, il y a des gens aux États-Unis qui aiment pas trop ça parce qu'il y a le côté des dignités gardiennes, on le fait faire le Père Noël et tout, c'est pas bien, etc. Mais ça j'ai envie de dire, ce combat il est perdu depuis des années, quoi. Je veux dire, il faut savoir quand même. Enfin, ils ont quand même foutu Asgard dans l'Oklahoma. Alors je sais qu'il y a des gens qui aiment, je crois que c'est Straczynski, je crois, j'ai très apprécié ce run sur Thor, mais moi je lisais plus trop des comics, je crois, à cette époque-là, mais j'étais effaré, quoi, quand ils avaient fait ça, quoi, parce qu'en termes d'appropriation culturelle et d'anthropocentrisme, c'est quand même une horreur, quoi. Mais donc je veux dire, ça fait des années que vous avez Asgard, qui est même là, d'ailleurs, dans ce run, d'ailleurs, vous voyez Odin au début, en tout cas, qui décide de quitter la Terre pour retourner, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, parce que moi, le fait d'avoir Asgard sur Terre, dans Asgard ou en Latvérie, etc., pour moi, c'est une horreur. C'est bon, vous allez avoir une forme d'appropriation culturelle, et vous allez voir ces divinités nordiques faire des trucs que normalement elles n'auraient pas censé faire, mais bon,
Il me semble que ce combat, il est perdu depuis longtemps. Là, vous aviez la troisième partie avec les Fear Lords. C'est pour moi un chouïa plus faible, le troisième dessinateur, donc je vous ai dit qu'il est différent, mais que moi j'aime beaucoup aussi. Vous allez voir Elstrom et beaucoup de Nightmare et les différents Fear Lords, des histoires d'exorcistes, etc. C'est pas mal, c'est sympathique, moi j'ai plutôt bien aimé, mais bon, je trouve ça moins intéressant que les deux premiers, on va dire, quoi. Mais c'est quand même sympa à suivre. Les dessins, là, je vous dis aussi, sont quand même assez excellents. Vous avez toujours Léa et donc Loki, une dynamique qui est plutôt sympathique. Beaucoup d'humour quand même là entre les deux, mais je vous dis, personnellement, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Et voilà, l'Epic Collection va s'arrêter là, sachant qu'il y a déjà le volume 2 qui est disponible aux États-Unis. Et ensuite, vous avez une galerie, des galeries, des portraits, etc. Et vous avez plus, là, vous avez cette sorte de frise chronologique sur Loki, Thor, etc. Qui, je trouve, moi j'aime bien ce genre de truc. Mis en image avec des photos, enfin pas des photos, mais des dessins des events, etc., qui vous rappellent un peu tout ce qui s'est passé. J'aime bien ce genre de truc, ça permet de tout retracer, mais de manière un peu fluide. Après, vous avez deux petites interviews de Kieran Gillen, qui sont plutôt pas mal. Mais bon, voilà, un truc qui m'avait fait rire. C'était un moment, il y en a un qui lui demande, parce qu'il il est écrit aussi avec Matt Fraction sur les X-Men et tout, et il dit avec Matt Fraction, Are you guys more Logan and Kurt or Logan and Scott? Donc est-ce que vous êtes plutôt Logan et Kurt ou Logan et Scott? C'est à quoi Kieran Gillen il répond euh, en fait, generally speaking, we are less Logan, Kurt or Scott and more Dazzler and Pixies. Ça veut dire say no more. Non, mais, je vanne, mais voilà, donc le gars, pour ceux qui disent pas l'anglais, on n'est pas tant Logan et Kurt ou Scott, mais plutôt Dazzler et Pixie. Donc, c'est sûr que, on va dire qu'il y a une différence de génération. Bon, chacun ses goûts, hein, évidemment. Après, vous avez un article là sur Loki, etc. Un récap aussi sur la série Journey into Mystery, qui est cool. Un passage sur les Fear Lords, etc. Puis ensuite, des croquis en noir et blanc, donc qui font toujours plaisir, avec Doug Braithwaite. Et vous voyez que là, je préfère limite ceux-là d'ailleurs aux pages du comics qui sont colorisées. Je vous l'ai déjà dit, des teintes qui, moi, me branchent pas trop. Mais voilà, donc le Doug Braithwaite, je suis impatient de le lire sur Conan, clairement. Et en tout cas, le premier tome dessiné par lui, Robert Delator, je le recevrai, je pense, que ce soit cette semaine. À moins que j'attende l'apparition Panini, je sais pas encore, quoi, je verrai. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, à plus!